Julien, bonjour. Bonjour Louise. On a déjà commencé un peu à parler pendant qu'on installait tout et c'était terrible parce que voilà, il y a plein de directions dans lesquelles j'ai envie d'aller. Je vais quand même te laisser te présenter pour que les gens, avant qu'on entre deep dans plein de sujets, te situent. Et puis après, je crois que je reprendrai là où on s'est arrêté en débattant sur Amazon. Vas-y. Ok. Je m'appelle Julien Musi, j'ai créé une entreprise ma première entreprise il y a 5 ans dans la pâtisserie à la base, qui n'avait absolument rien à voir. J'ai toujours eu des business en ligne parce que je pouvais pas être... j'étais inemployable, je pense, de par mon refus de l'autorité, toutes ces choses-là. Donc j'étais totalement inemployable, j'avais une passion pour la pâtisserie, ce qui m'a amené à vendre des formations en ligne sur la pâtisserie comme premier business à la fin des études de finance. Et ensuite, dans un deuxième temps, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant que ça a été automatisé? J'ai créé un deuxième business en ligne sur la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, parce que j'ai moi-même été sportif de haut niveau jusqu'à mes 16 ans. Pareil, j'ai automatisé, parce que l'avantage d'en ligne, quand tu vends des formations en ligne, c'est que tu peux facilement automatiser les choses et ne plus vraiment aller en 1 heure par jour pouvoir le gérer sans équipe, sans tout ça. Et j'ai eu envie de créer quelque chose de plus gros sur lequel on aidait justement des gens qui ont une expertise, un talent, à pouvoir vivre de ça et transmettre leur expertise à plus de gens. Et là, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Leader de ton marché à l'époque, qui pareil, très vite, ça s'est développé en l'espace de 14 mois, on faisait 500 000 € par mois en fait, uniquement à travers la pub et les stratégies qu'on peut enseigner. Et derrière, j'ai continué à grandir avec des remises en question, des hauts et des bas, et sûrement que je vais créer d'autres choses dans les prochains mois, prochaines années, puisque je m'ennuie assez vite, on va dire. Ouais, je connais ça. Et donc, tu n'as que 29 ans, je le précise aussi. Ouais. Écoute, en fait, je ne vais pas commencer par Amazon, je vais commencer par la question que je me suis posée quand on s'est écrit sur Instagram. Ouais. Et que tu m'as dit, j'ai retéléchargé Instagram juste pour pouvoir t'écrire. Ouais. Et que quand je suis allée sur WhatsApp, il y avait marqué « Je n'ai plus WhatsApp. Si vous voulez me contacter, vous trouverez un moyen de le faire. » Pourquoi as-tu récemment supprimé Instagram et WhatsApp ? J'ai tout supprimé récemment, en gardant que Slack sur mon ordinateur, parce que je trouvais que je manquais de présence. Voilà, tout simplement. En fait, c'est parti d'un truc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je fais souvent des diètes comme ça pendant l'espace de 10 jours. Et en fait, j'arrive à Barcelone il y a 1 mois, on part en vacances avec ma chérie, et j'arrive là-bas et je me prends la tête avec un truc parce qu'on m'envoie un message de quelqu'un de l'équipe et je dois gérer ce problème et tout ça, tu vois. Et là, je me dis, putain, mais si je reste avec mon téléphone pendant 4 jours, je vais pas être là des 4 jours. On va rien profiter. Donc, sur un coup de tête, j'ai tout supprimé. Et après, j'ai tout supprimé pendant 15 jours. J'ai repris WhatsApp. Par contre, j'ai fait évoluer des choses. Et je fais constamment évoluer mes systèmes de communication et mes systèmes de distraction aussi. Parce que je pense que la discipline, c'est quelque chose, mais contrôler ton environnement est quelque chose de beaucoup plus important. Et je vois que quand j'ai WhatsApp ou Insta sur mon téléphone, je me fais chier, j'ouvre mon téléphone. Quand tu ne l'as pas, tu te rends compte de tout ce que tu veux fuir en fait. Tu veux fuir des émotions, tu veux fuir des pensées, tu veux fuir une sensation d'ennui. Et du coup, cet espace de vide qui est nécessaire, je pense, pour être créatif et avoir de nouvelles idées, tu ne l'as plus. Et c'est quelque chose qui me manquait, que j'avais vraiment envie de retrouver. Et à chaque fois, je me dis, mais je suis tellement plus heureux sans ces trucs-là, tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je suis la première victime de ça. Sauf que en fait, moi, j'ai pas l'impression que j'ai besoin du vide pour avoir des idées. Alors, c'est peut-être une habitude, tu vois, mais pour moi, la créativité, c'est un muscle. Ouais. Et moi, c'est en me posant de manière hebdomadaire et en brainstormant que j'ai des idées. Et en fait, je suis vraiment le genre de personne où, en effet, je peux pas supporter l'ennui, tu vois. Et j'ai pas de solution, parce que tu dis, faut l'accueillir. Mais moi, vraiment, j'ai pas dit ça. Ok. Parce qu'en fait, pour moi, c'est, c'est vraiment inconfortable, tu vois. C'est pénible, même. J'irais jusqu'à dire que c'est pénible. Ouais, c'est pénible, mais en fait, j'ai pris une habitude depuis, que j'ai eu, en fait, pour remettre le contexte, là, au moment où on enregistre, il y a 2 mois, j'ai fait une retraite de 5 jours de marche, ok, donc sans aucun réseau social, sans internet, sans rien, juste, t'as ton téléphone pour écrire, si tu veux, tu peux prendre des notes. Et en fait, je me suis dit, j'étais tellement heureux, et en fait, le truc, c'est que dès que j'avais une pensée ou un truc, je l'écrivais. Et j'ai vu que quand t'as pas des distractions, tu commences à écrire peut-être 2 pensées, 2 lignes, et en fait, tu te retrouves à la fin de chaque journée à avoir écrit peut-être 15 pages sur ta note, en fait. Et du coup, avec ces 15 pages sur ma note, je crée des idées qui sont beaucoup plus originales.
je trouve, et qui me ressemble beaucoup plus, tu vois. Qui me ressemble beaucoup plus. Et une de mes quêtes, c'est d'être de plus en plus moi et de me révéler de plus en plus. Maintenant, qui est moi, je pense qu'on peut parler à 25 heures de ça, tu vois. Je pense que le moi évolue au fil des années, moi. Effectivement. Moi au début, moi à la fin. Mais en tout cas, je suis dans cette phase de vie où j'ai été très bon à modéliser. Je pense que c'est ça qui m'a donné la vitesse de croissance business que j'ai eue. Modéliser ce qui marche, comprendre ce qui marche, prendre ce qui marche ailleurs, le réintégrer dans mon business. Maintenant, je suis dans une phase où le succès m'intéresse moins, entre guillemets, le succès financier m'intéresse moins, et j'ai plus envie de créer quelque chose où je me dise, waouh, c'est ma création originale. Et premièrement, et deuxièmement, un truc où je me dis, 99% de ma journée, je la kiffe. Ouais. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. 80% de ma journée, je la kiffais. D'accord, c'est déjà pas mal. Et comment t'as fait pour identifier ce que tu kiffais? Alors peut-être, revenons un peu en arrière, et dis-nous déjà, pourquoi t'étais sportif de haut niveau, et qu'est-ce que ça t'a appris? Alors, j'ai été sportif de haut niveau de l'âge de 9 ans à 16 ans. Je suis parti en internat dès l'âge de 12 ans. J'étais en équipe de France, j'étais plusieurs fois champion de France de tennis. Donc ma vie, c'était le tennis. C'était vraiment le tennis, sauf que, bon, c'était il y a... Je parais pour un vieux quand je dis ça, mais c'était il y a 15-20 ans. Et à cette époque-là, la préparation mentale n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Le développement personnel n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. L'alimentation n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, moi, je suis arrivé à être numéro 1 français dans ma catégorie d'âge, tu vois, mais en bouffant de la merde, sans jamais faire attention à mes pensées, tu vois, avoir aucune notion de psychologie. Bon, juste, j'arrive avant un match, je suis stressé, on va jouer, on va gagner, quoi. Voilà. Et au final, c'est pas vraiment ça qui m'a... Derrière, à 16 ans, je me blesse, j'arrête pour différentes raisons. Je vais pas tout mettre sur le dos de la blessure, j'en ai marre. Bref. Il y a plein de choses qui se passent. Dans mon contexte familial, c'est compliqué. Et là, je pars dans une forme je pense, une forme de dépression, tu vois, de qui je suis sans ça. Si je suis plus un joueur de tennis, je suis qui? J'arrive en terminale avec des élèves où leur vie, c'est ça. Moi, je me dis, mais les gars, vous faites chier, quoi. Genre, aller à l'école et sortir de l'école, revenir chez vous. Moi, je m'entraînais 7 heures par jour. Je voyageais à 2 semaines par mois. C'était ma vie jusqu'à mes 16 ans. Et là, j'arrive au collège, je me dis, waouh, au lycée, en terminale, et je me dis, c'est terrible. Je rentre dans une dépression, je sais pas trop qui je suis. Et en parallèle, ma mère vit une période aussi très compliquée. Donc, je me demande comment je peux l'aider à changer et tout ça. Et pendant 5 ans, je fais pas ce que j'aime, je fais des études de finance, je déteste ça. Et là, je m'intéresse au dev perso. Et là, pour moi, c'est une révélation. Parce que je me dis, je peux tout apprendre. Tu vois, à cette époque, à 23 ans, j'avais encore jamais eu de copine. Et je me dis, ah mais en fait, la séduction aussi, tu peux l'apprendre. J'apprends la séduction, j'arrive à avoir une copine, j'apprends la communication, j'arrive à me faire apprécier des autres, j'apprends... je me rends compte qu'on peut tout apprendre. Et ça, c'était un truc que j'avais pas compris, en fait. Avant, jusqu'à mes 23 ans, pour moi, bon, si tu veux apprendre quelque chose, tu vas à la fac ou à l'école et les profs ont décidé ce que tu allais apprendre. Et là, je me rends compte, en fait, tu as un problème dans ta vie, tu peux l'apprendre. Et je me rends compte que je peux aussi déterminer ma performance, je peux aussi être plus focus, je peux aussi être plus créatif, je peux influencer toutes ces choses-là. Et je me dis, waouh, en fait, le coaching, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui je pourrais aider? Je peux aider tout le monde, mais on sait très bien qu'un business, si tu veux aider tout le monde, ça marche pas. Donc je me forme au coaching et je me dis, je veux accompagner les sportifs de haut niveau. Moi, ça me passionne, je veux accompagner ça. Et c'est là où je me dis, je vais accompagner les sportifs de haut niveau et tout ce que j'ai appris avant grâce à mon blog sur la pâtisserie, je peux le réutiliser dans ce business en ligne. Donc ça va assez vite, j'ai un peu de réseau, j'ai une histoire, je fais de la pub et... ça avance, quoi. Ouais, voilà. Ça avance comme ça. Donc c'est vraiment... en fait, plus tu t'es écouté, plus tu as réussi à optimiser ce pourcentage d'appréciation de tes journées. Exactement, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que t'aimais pas avant? Alors, bon, j'aimais rien avant mes 23 ans. Okay. Entre mes 16 et mes 23 ans, c'est simple, j'aimais rien, sauf les moments où je cuisinais et je faisais de la pâtisserie. C'était ma passion à l'époque. J'aimais rien. Après, j'ai tout aimé. Jusqu'à... après, j'aimais vraiment tout, de mes 23 ans à mes... 26 ans, on va dire. Là où j'ai commencé en tout cas, je pense, perdre la passion, c'est quand j'ai commencé à ce que ma métrique de succès soit le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ouais. Et là, forcément, j'ai fait plein de choses parce qu'il faut pousser la croissance, sans me demander pourquoi je crois, ou en étant sûr que le but de la vie, c'était à partir du moment où tu es entrepreneur, c'est de faire le plus d'argent possible.
Et là, du coup, j'en suis arrivé à tu crées des systèmes compliqués, tu as des équipes, tu as du management, il y avait 25 personnes, tu vois. Pour quelqu'un qui est introverti, comme tu me le disais au début de l'épisode, c'est pas idéal. Non, c'est pas idéal du tout. Et je rêvais que d'une chose à ce moment-là, c'était d'avoir mes journées pour moi tout seul, en fait. Ouais. Donc, voilà, il y a plein de choses que j'aimais pas. Et surtout, au final, quand tu crées une boîte, au début, je pense que tu fais... En tout cas, moi, dans mon domaine, au début, ce que t'aimes, c'est peut-être créer du contenu et accompagner les gens, tu vois. Et t'aimes te former sur ton sujet. C'était les 3 choses que j'aimais, me former sur mon sujet, le retransmettre et accompagner des gens. Que ça soit du coaching one-on-one, de la formation, de la conférence, peu importe. Et au final, quand tu crées une boîte et quand tu veux vraiment développer et scaler une boîte, au final, tu fais plus du tout ce que t'aimes. C'est vrai. Tu passes ton temps à faire du marketing, faire de la vente, créer des systèmes, rédiger des process, recruter des gens, valider, tous ces trucs-là. Et tu te retrouves à avoir créé un truc qui fait beaucoup d'argent, qui fait beaucoup de profit, qui t'apporte, qui est soi-disant censé t'apporter une qualité de vie de dingue. Tu peux même t'en éloigner, et c'est ce que j'ai fait. Tu vois, je pense que j'avais vraiment réussi à systématiser une grande part de la boîte avec une boîte qui dépendait plus de moi. Enfin, qui dépendait de moi à l'ordre de... J'avais besoin d'être là, 5-10 heures par semaine, quoi. Alors, pardon, vas-y, finis. Sauf que, en fait, le reste du temps, moi, ce que je veux, c'est coacher les gens, tu vois. Sauf que tu peux plus le faire, puisque tu as mis des systèmes en place qui font que c'est les autres qui le font. D'accord. Et si tu reviens le faire, étant donné que tu es l'image de marque, ça n'a pas de sens, en fait. Parce que, du coup, comme tu as 500 clients, tu peux pas le faire pour 3, tu vois. Donc, tu te retrouves dans un système où tu as créé un beau système, mais dans lequel tu peux plus faire ce que tu aimes, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi le problème de la perception de la réussite telle qu'on la perçoit aujourd'hui. En effet, c'est plus gros, plus fort, plus respectable. Ouais. Alors qu'en fait, en effet, je pense qu'il y a peu de gens qui créent une boîte pour atteindre ce statut de CEO qui ne fait que valider à la fin, tu vois. Ouais. Et en fait, bon, comme tu as un attachement très fort à ce que tu as créé, tu le fais quand même. Et je sais pas, peut-être que certains arrivent à s'épanouir parce qu'en même temps, tu changes de mission. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut... Ça, c'est quelque chose qui est très difficile, je pense, quand on a une éducation un peu élitiste. Je me souviens, moi, j'avais une conversation avec... une bonne amie qui est entrepreneuse et en fait elle me disait un peu que en gros moi je faisais les trucs chiants et qu'il fallait que je mette des gens pour faire le contenu et que moi je chapeaute, tu vois. Et en fait à l'époque, alors j'étais beaucoup moins dans le chemin de développement personnel, mais j'avais déjà eu cette réalisation de mais attends, moi j'aime bien en fait avoir mes petites idées de vidéos et de podcasts et de machin. En fait, en fait, c'est pas moins noble que d'être la personne qui va diriger la boîte et qui a 6 personnes sous ses ordres avec 6 fois plus de stress parce que du coup 6 fois plus de personnes à charge. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment réussir à se détacher en fait de la perception du succès et aussi de la perception mais qu'on a de soi-même, parce qu'au final, la perception extérieure du succès a forcément un impact sur la perception intérieure qu'on a de nous-mêmes et de notre réussite, quoi. Ouais. Et ça, j'ai pas forcément la solution, tu vois, pour qu'on arrive à ce stade-là, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on peut dire un peu parfois quand les gens m'écoutent aujourd'hui parler de mon contenu, c'est facile pour toi, Julien, maintenant que t'as plus besoin d'argent, maintenant que tout ça, et c'est vrai, en fait, tu vois. Donc je peux pas dire ça. C'est facile de dire, en fait, il y a pas besoin de tout ça une fois que tu l'as. Oui, c'est très vrai. Tu vois, faut peut-être passer par là. Et c'est ce que je pense, tu vois, aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est possible de ne pas avoir à passer par là. Maintenant, je pense que, en fait, tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, je te dis, mais en fait, je m'en fous de tes conseils. Moi, je veux juste aller gagner de l'argent, être libre et que personne me dise quoi faire. Je pense qu'il y a, par contre, un truc sur lequel j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu as dit, qui est, je pense, dans l'entrepreneuriat, tu vois, il y a une idée reçue que une espèce de collectif où, à partir du moment où tu crées une boîte, il faut qu'elle grossisse, d'accord, mais aussi tu dois devenir un CEO. Le CEO, il a son job, sa job description, tu vois, et tu dois arriver à ce jour où tu as cette job description. Alors qu'en fait, tu la veux pas, cette job description, qui est je fais les entretiens, je décide de la vision, je regarde les KPI et voilà, quoi. Et tu la veux pas, en fait. Et je pense qu'un truc qui peut vraiment aider aujourd'hui, en recréant une boîte, j'ai pas envie de faire des trucs qui me font chier. Donc je vais continuer la délégation. Par contre, dès le début, je vais me demander c'est quoi ma job description idéale. C'est quoi le but de ma job description idéale pour, dès le début, envisager la délégation et la structuration d'une manière où je ne me prive pas de cette job description idéale, tu vois. Fiche de poste, je pense, pour ceux qui parlent pas anglais. Ouais, fiche de poste, ouais. Ok, et tu sais à quoi elle ressemble aujourd'hui ? Ouais, en fait,
ce que j'ai fait, c'est que du coup, sur cette boîte qui était devenue un truc qui marchait très bien, mais dont j'étais un peu déconnecté, fin avril, j'ai pris une décision, j'ai 2 choix. Soit je pars, soit je déconstruis tout pour tout reconstruire. Ma première option, ça a été je pars, c'est ce que j'ai décidé, tu vois, j'ai annoncé à l'équipe, les gars, moi j'arrête, voilà, continuez, je garde mes parts. Si vous avez besoin de conseils, je suis là. Si vous avez besoin de m'appeler, je suis là. Mais je m'occupe plus de rien. Vous gérez les comptes en banque, vous avez accès à tout, vous gérez comme vous voulez. Et j'ai mis une personne qui était un peu responsable des plus grosses décisions s'il y avait besoin. Et j'ai fait ça 2 mois. Franchement, c'était cool. J'ai kiffé le fait de passer 1 mois à juste en mai. Ça fait un peu bizarre au début. Tu te dis, je suis qui ? Parce que j'ai plus de job, tu vois. Après l'avoir vécu, après l'arrêt du tennis, tu le revivais. Je le revivais, mais là, c'était un choix. Oui, c'est vrai. Là, c'était un choix. C'était vraiment différent. Ouais. Donc, je me sentais totalement en dehors de la société. Tu vois, je voyais tout le monde qui s'agitait et tout. Moi, le matin, je me levais, je me demandais qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tiens, j'ai envie d'aller à la plage. Bon, je vais aller à la plage. J'ai envie d'aller marcher. Je vais aller marcher. J'ai envie de lire. Je vais aller lire. J'ai fait ça pendant 1 mois. Le 2e mois, j'ai voyagé avec des retraites, des machins. Et puis, quand je suis revenu du Pérou, fin juin, j'ai eu le CEO que j'avais nommé, tu vois, à ma place, qui m'a dit, en fait, Julien, je crois que c'est pas le rôle que je veux, tout ça et tout. Je leur ai dit, OK, si vous voulez, je reviens, mais par contre, on va tout restructurer. Et du coup, on est passé de 25 à 10, et la vision, c'est qu'on soit plus que 4, quoi. Voilà. Et je pense que ma plus grande victoire des 12 prochains mois, ça sera d'être passé d'une entreprise qui fait 3,5 millions à une entreprise qui fait 1,2 million, tu vois. Tu pensais pas dire ça un jour ? Non, je pensais pas dire ça un jour. Mais voilà, je pense que, tu vois, en tout cas, cette boîte, c'est là où je veux la pousser. Ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres dans le futur que je créerai. Et je veux pas m'enfermer dans ce truc de tu dois pas scaler et tous ces trucs-là. Je veux me laisser la possibilité. En tout cas, je sais que cette boîte, j'ai pas envie de la pousser plus loin. Et j'ai pas envie d'aller autre part que la faire vivre et servir nos clients du mieux qu'on peut comme ça. J'avais une question quand tu disais que tu avais réussi à déléguer, à automatiser de telle manière à ce que tu ne bosses que 5-10 heures par semaine sur cette boîte. Qu'est-ce que tu fais le reste du temps ? En fait, je me faisais chier, tu vois. Genre vraiment. J'ai voyagé pas mal. Je me faisais chier. J'apprenais. Enfin, tu vois, je suis curieux. Donc j'apprenais sur plein de sujets. Je lisais sur plein de sujets, tout ça. Mais il me manquait ce sentiment d'utilité que j'ai retrouvé depuis 1 mois et demi, en fait. Tu vois, vraiment remettre les mains dans le cambouis, être avec les clients, tout ça. Ça me manquait de ouf, en fait, je me rends compte. Mais tu sais, quand t'as perdu quelque chose, ça fait longtemps, tu t'en rends plus forcément compte. C'est quand tu le retrouves que tu te rends compte à quel point ça te manquait. Ouais. Et c'est ça, en fait. Donc, je pense que je m'ennuyais. Et du coup, quand tu t'ennuies, tu fais un peu des trucs qui servent à rien, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais bon, ça peut être parfois aussi libérateur. Et tu vois, c'est peut-être ça qui t'a permis de réaliser aussi que tu t'en voulais plus, quoi. Ouais, exactement. Et je pense qu'avoir du temps aussi, ça permet de faire maturer beaucoup d'idées et beaucoup de visions de la vie, de différents concepts et tout. Et je pense que c'est ce qui me donne aussi ce recul sur plein de choses aujourd'hui. C'est ces 2 ans où au final, j'avais pas une vie très intense, tu vois. Ouais. Et ça t'a manqué, cette intensité ? Non. Je pense que ça m'a... Je sentais qu'il me manquait quelque chose, je savais pas quoi, tu vois. Et je pense que j'en avais peut-être besoin. J'avais encore des sprints, tu vois, parce qu'il y a des moments où, oui, tu travailles 5-10 heures, mais il y a des moments où tu lances des projets et tu vas reprendre 30, 40, 50 heures, tu vois, sans problème. Mais je m'étais un peu construit dans une idée, tu vois, qui est pas trop dans l'entrepreneuriat, qui est plus dans le business en ligne, que le succès, c'est être libre. Ouais. Le succès, c'est être libre financièrement, géographiquement, temporellement. Et t'avais atteint ce stade, en fait. Et en fait, je pense, ma théorie, c'est pour ça que je dis souvent que pour moi, le fait d'être cuisinier, c'est... Si on devait choisir un métier idéal, même si c'est extrêmement dur, ce serait celui-ci, parce que en fait, t'as toujours quelque chose vers lequel aspirer. Tu vois, tu commences, tu fais la plonge, après t'es sous-commis, après t'es commis, après t'es chef, après tu veux une étoile, 2 étoiles. Enfin, et je pense que, pour moi, le succès et le bonheur, la vraie réussite, c'est ça, c'est s'améliorer et toujours avoir un objectif vers lequel tendre. Et je pense que c'est un peu, entre guillemets, l'écueil
de digital nomade et de voilà, l'auto-entrepreneuriat, même si ça apporte une extrême grande liberté, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se retrouver dans ton cas à un moment où en fait, ouais, mais de l'intérieur, je me sens pas forcément nourrie. Ouais, mais en fait, je pense que la plupart, tu vas dans 99,9% des domaines, l'être humain va toujours avoir tendance à se séparer. Donc, il y a un truc qui va pas, t'as un mouvement, t'as en tout cas un paradigme qui convient pas. En général, t'as l'autre extrême qui est créé. Typiquement, t'as un paradigme qui va pas, qui est des gens qui aiment pas leur job, qui se sentent pas considérés, machin. Et ben, on va dire, allez vous faire foutre. On va créer l'autre paradigme qui on veut être libre de tout et on veut devoir rien à personne et rien faire de notre journée. Je pense qu'un paradigme construit en opposition à quelque chose est aussi faux que l'autre, en fait. Ouais. Et que l'idée, c'est plutôt toujours d'aller trouver une voie du milieu, en fait, tu vois. Oui, mais pour moi, c'est une bonne chose qu'il y ait un combat contre des inégalités, par exemple. Alors, je dis pas qu'il doit pas y en avoir ou qu'il y en a pas, en fait. J'en sais rien, c'est une bonne chose. Tu vois. Mais forcément, ça aura des conséquences à la fois positives et négatives, forcément. Mais tu rectifies une injustice. Ouais, je pense qu'il faut que... Vas-y, hein, tu peux donner ton avis. Hein. Non, je pense qu'il faut qu'on soit plus spécifique parce que sinon, je trouve qu'un sujet, il est intéressant à débattre sur si on va dans quelque chose de spécifique parce que si on parle de concept, tu vois. Moi, je parle d'oppression, en fait. Je parle d'oppression, que ce soit, tu vois, envers les personnes racisées, comme c'était le cas à l'époque de l'esclavage. Aujourd'hui, il y a une oppression du patriarcat envers les femmes. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est, tu vois, de dire on va pas changer les choses parce que sinon ça va avoir des impacts négatifs, tu vois. Soit, mais ça aurait aussi beaucoup d'impacts positifs de retrouver un équilibre qu'en fait on n'a pas, quoi. Ouais, alors je suis complètement d'accord. Je pense que c'est pour ça que c'est bien qu'on aille sur quelque chose de spécifique parce que je suis assez d'accord. Si je prends l'exemple du féminisme, moi je te donne juste mon expérience d'homme, tu vois, qui est juste... j'ai autant de femmes que d'hommes dans l'entreprise, il n'y a aucune différence de salaire, il n'y a aucune différence de rémunération. Je pense que les femmes sont brillantes, bref. Bien sûr que j'ai sûrement des réflexions à certains moments patriarcales parce que c'est dans mon éducation et j'en ai même pas conscience, tu vois, donc je suis OK qu'on me fasse un feedback là-dessus. Maintenant, je trouve qu'il y a des mouvements, tu vois, où au final, à partir du moment où t'es un homme, t'es un connard, tu vois. Et je trouve que c'est là où en fait, t'as recréé la même chose dans l'autre sens. Ouais. Quand l'opposition va trop loin, tu recrées la même chose qui dans l'autre sens, qui est, ça va plus être un patriarcat, mais un matriarcat, tu vois. C'est ça que je veux dire, en fait. Tu vois, pour moi, il y a toujours quelque chose à garder. Je suis pour l'évolution. Je pense juste que la colère, en général, te donne une vision trop... pas assez globale des choses, en fait. Pas assez globale des choses qui fait que tu vas recréer quelque chose par de la colère qui va être la même chose dans l'autre sens, en fait. Je veux dire, pourquoi pas? Si on reprend le domaine de l'infoprenariat ou du business en ligne, parce que je suis sûrement moins... Enfin, le féminisme, c'est pas un sujet que je maîtrise vraiment, mais si je reprends le business en ligne, t'as un truc de pourquoi au final on veut créer un autre paradigme que celui d'un job de 35 heures, de machin, t'es toujours tous les jours au même endroit et tout, pour résoudre un problème qui est on veut que les gens soient plus heureux, tu vois. On veut proposer une solution pour être plus heureux. Sauf que si on oublie le pourquoi on le crée et que on est juste en opposition du truc, on crée ce que je disais un peu plus tôt, qui est juste pour être en opposition, on oublie l'objectif qui est au final être plus heureux. Et on devient plus attaché à nos concepts que à l'objectif de base. Voilà ce que je veux dire, tu vois. Ouais, je comprends tout à fait. Mais alors oui, ce qui est compliqué, c'est que je pense que l'objectif évolue aussi. Tu vois, peut-être qu'à un moment donné, c'est être libre qui te rendait heureux. Et en fait, arriver à un moment, en fait, c'est plus ça qui te rend heureux. Et tu vois, je pense qu'il y a peu de gens pour qui être heureux, c'est ça et c'est pas autre chose, tu vois. Genre, qui se satisfont, entre guillemets, que d'une réalité. Ouais. Mais encore faut-il, je sais pas si toi t'as galéré parfois dans ta vie ou est-ce que t'as toujours su ce qui permettait de te rendre heureux, mais tu vois, c'est pas comme si on pouvait prendre un stylo, un crayon et se dire, en fait, moi demain... Mais bon, peut-être qu'on peut le faire par l'inverse du coup, c'est qu'est-ce qui me rend malheureux
Et peut-être qu'en faisant moins de ces choses-là, on arrive à un niveau plus élevé de bonheur. Je vois un peu ça comme une jauge, quoi. Ouais, clairement. Et je pense que c'est une vision qui doit être dynamique aussi. Ouais. Tu vois, qui s'ajuste tout le temps. Mais c'est une question auquel j'ai beaucoup réfléchi. Et il y a quand même des thèmes communs. Je veux dire, qu'est-ce qui me rend heureux ? Je pense que je me suis posé cette question, mais pas juste dans ma tête. Tu vois, je me suis posé cette question par écrit peut-être au moins 100 fois en 5 ans. Tu vois. Et il y a quand même des thèmes communs qui sont sentir que j'ai une utilité à partir de mes talents, à partir de ce que j'aime faire. Parce que si tu me demandes d'avoir une utilité pour t'aider à ranger ton lave-vaisselle, ça va pas me rendre heureux. Tu vois. Par contre, si c'est quelque chose à partir de quelque chose qui m'intéresse vraiment, là ça va me rendre heureux. Donc, me sentir utile à partir de mes talents. Deuxièmement, me sentir connecté à quelque chose. Ça peut être des gens, ça peut être des animaux, ça peut être la nature, ça peut être quelque chose, mais ne pas être dans ce sentiment de je suis seul au monde, tu vois, être connecté à quelque chose d'autre. Et avoir l'impression de me rapprocher de ce que je veux être. Tu vois, au final, si j'ai ces 3 ingrédients dans ma vie, je suis heureux. Ça peut prendre plein de formes. Et si je regarde tous les moments où j'ai vraiment été heureux, il y avait ces 3 éléments combinés. Donc maintenant, je me demande comment je peux avoir ça, en fait. Comment je peux créer une vie dans laquelle j'ai ces 3 ingrédients. Et du coup, tu nous as parlé de la déconstruction de ta précédente boîte, qui était du coup, vous l'aurez compris, une boîte de coaching pour les entrepreneurs. Comment tu as décidé de le reconstruire ? Moi, je suis pas quelqu'un qui va en général avoir une vision claire dès le début. Je suis plutôt quelqu'un qui va mettre des briques et au final, la vision se devient claire, en fait. Donc, comment j'ai reconstruit en partant de qu'est-ce qui me semble pas efficient, où est-ce qu'on a de la perte en termes d'efficience de ce qu'on peut apporter à nos clients, en termes de bonheur de l'équipe et en termes de profit. Voilà. Puisque les 3 métriques qu'on a redéfinies, ce qu'on veut tout le temps évaluer aujourd'hui, c'est profit, résultat client et happy team members. Donc, c'est sympa comme membre KPI. de l'équipe. Et c'est quelque chose, tous les matins, on évalue ça. Donc tous les matins, chaque membre de l'équipe, par exemple, tous les matins, on évalue les profits d'hier, on reporte les profits d'hier, on évalue le niveau émotionnel de chaque membre de l'équipe et on regarde les résultats clients qu'on a eu hier. Est-ce qu'il y a des clients qui avancent pas comme on veut ? Et du coup, ça nous donne une métrique qui est ultra claire. On sait pourquoi on se lève le matin. Et est-ce que vous êtes tous en télétravail ? Ouais. Alors ça, est-ce qu'on peut faire un petit aparté pour que tu nous donnes des tips peut-être ? D'abord, toi, tu es plus dans le cas où tu emploies, donc tu vois, pour réussir à fédérer et à créer une vraie culture d'entreprise, même en étant 100% à distance. Bon, moi, j'ai jamais travaillé, jamais travaillé dans une vraie boîte, donc j'ai pas de... T'as pas eu de bureau. J'ai pas de comparaison. J'ai fait 6 mois de stage de fin d'études dans une banque, voilà. Donc, j'ai pas vraiment de cadre de référence, mais je dirais que essentiellement, la culture, c'est juste définir des règles claires de ce que tu veux, être à l'écoute de ce qui t'énerve, parce que ce qui t'énerve en général, c'est juste que c'est un truc de ta culture que t'as pas défini. Et ne rien laisser passer. Tu vois, je pense que une culture, elle correspond pas à ce que tu veux, elle correspond à ce que tu tolères. Et si tu tolères certains comportements, certaines attitudes, en fait, elle deviendra ça. Parce qu'elle descend toujours au plus bas niveau de standard. Elle ne monte pas au plus haut niveau de standard, en fait. Donc, ce que j'ai vraiment appris avec le temps, je pense, c'est cette idée. Au début, je voulais être gentil, je voulais que tout le monde m'aime et tout. Et au final, quand tout le monde t'aime, tu finis par créer une boîte. Quand tu veux que tout le monde t'aime, tu finis par créer une boîte que toi, t'aimes plus. Et du coup, tu finis par être agacé par tout le monde. Tu vois. Et dans l'histoire, il y a forcément quelqu'un qu'on ne doit pas aimer. Ouais, quoi. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, je le vois plus différemment en mode, voici les standards que je veux. Je ne tolérerai pas de différence. Il y a des choses, par exemple, que je ne supporte pas. Je supporte pas qu'on soit en retard. Il y a des gens pour qui c'est OK. Moi, c'est un truc qui m'énerve, mais à un point, t'arrives 2 minutes en retard. Même si tu te connectes 1 minute en retard, ça me rend dingue. Tu vois. Ah ouais, alors l'intolérance au plus haut niveau. Mais en fait, j'ai vraiment un niveau d'intolérance et je veux pas le changer, en fait. Et c'est justement, je pense que ça, c'est un problème des cultures. Je pense que la tolérance n'est pas quelque chose qui est compatible avec le fait de créer une culture homogène. Donc pour toi, c'est un peu marche ou crève, si je grossis les traits. À partir d'une culture qui a été créée ensemble et qui a été acceptée par tout le monde.
Oui, mais t'as des onboarding au fur et à mesure. Enfin, quand t'as créé la boîte, vous étiez pas 25. Bah oui, mais quand tu viens dans l'entreprise, Ouais, t'as le choix ouais. de venir ou pas venir, en fait. Ouais. Et on t'expose le cadre tout de suite, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, la rigidité, ça n'a rien de bon. En fait, c'est même pas moi qui l'impose, tu vois. Enfin, au début, tu l'imposes un peu pour quelqu'un, enfin, pour les premiers fondateurs. Et après, ça devient une norme qui est poussée dans la culture, tu vois. Je pense, par exemple, c'est pas moi qui rappelle les choses. Tu vois, typiquement, ce matin, il y en a un qui arrive 4 minutes en retard. Si tu le prends hors contexte, tu vois, c'est hyper fun. Je veux dire, notre entreprise, c'est hyper fun. Mais il fait 40 pompes, tu vois. J'allais dire, j'espère que c'est quand même pas quand t'arrives en retard à la salle et que tu dois faire... je sais pas combien. C'est 10 pompes par minute de retard. Mais ce qui est hyper cohérent, sinon on crée pas de règles, en fait. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, je trouve ça marrant de la part de quelqu'un qui disait au début de l'épisode qu'il n'aimait pas l'autorité. Parce que moi, je déteste l'autorité, tu vois. Et donc, du coup, je me verrais pas en imposer une. Nous, on est très entreprise horizontale. Ouais, je sais. Tu vois, il n'y a pas de... Mais bon, voilà, t'as plus d'expérience que moi, donc je pense qu'il y a du bon dans la discipline que tu mets en place aussi, quoi. Moi, j'étais très comme ça. J'étais hyper comme ça. Je supportais pas l'autorité, donc je me disais, je peux pas l'imposer aux autres. Enfin, toutes ces choses-là. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que... donc, j'ai rencontré une fille en mars. On s'est mis ensemble. Elle a 2 enfants, tout ça. Donc, je suis arrivé. J'ai commencé à vivre chez eux, tout ça. Et le dernier a plus de mal avec l'autorité. Tu vois, donc moi, ça me challengeait vraiment. Tu vois, genre, au début, j'arrive, il écoute pas sa mère, plein de trucs, tu vois, qui étaient vraiment compliqués pour moi. Et je me dis, ok, bon, bah, comme d'hab, je vais lire. Tu vois. Donc, je commence à lire des livres sur comment tu gères des enfants plus compliqués, tous ces trucs-là. Et je me dis, putain, en fait, tout ça, c'est vraiment adaptable au monde de l'entreprise. Et je me rends compte que le fait notamment d'avoir un cadre, des règles claires, tous ces trucs-là, les gens en ont besoin pour avoir de la sécurité. Donc, ça m'a refait voir aussi ma manière de manager. Et je vois que les gens sont beaucoup plus heureux quand ils ont un cadre clair. Il faut juste qu'ils apprécient ce cadre et qu'ils n'aient pas l'impression de subir ce cadre. Je pense que c'est un problème à partir du moment où tu subis le cadre, quand tu as l'impression de l'avoir choisi. Au contraire, il te donne un sentiment d'appartenance, il te donne une sécurité et il te donne la sécurité nécessaire pour exprimer ton potentiel. Tu vois ? Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme l'expression qui dit qu'on est plus créatif sous la contrainte, quoi. Ouais, exactement. En fait, l'humain est peut-être fait pour avoir des règles. Ouais. Mais c'est marrant parce que si on part loin, il n'y avait pas de règles, quoi, à l'époque de Cro-Magnon. Mais ils ont commencé à mettre en place, tu me diras. Donc ouais, on est peut-être... En fait, c'est peut-être la vie en société qui est faite pour être normée, quoi. Mais c'est difficile, je trouve, à accepter de la part de quelqu'un... Enfin, moi aussi qui porte beaucoup de valeur à la liberté. Ouais. Mais on a tendance à opposer liberté avec règles, alors qu'à mon avis, c'est peut-être pas forcément aussi opposé qu'on ne le croit. Ouais. Mais je te donne un exemple, tu vois, cette semaine, par exemple. J'ai un membre de l'équipe qui, donc tous les jours, on met notre petit émoticône pour updater comment on se sent. Et depuis le début de la semaine, il n'était pas... T'es pas au max. Il n'était pas au max. Et tu vois, moi, je lui avais dit depuis 2 semaines, je lui ai dit, tu fais ce que tu veux au niveau du marketing, t'es libre, tu vois, t'as le choix. Et en fait, avant-hier, on a eu une conversation sur... je lui dis, ok, bah, on fait ça, on met en place ça, je veux qu'on fasse ça, tous ces trucs-là. Et au final, tu te retrouves 2 jours plus tard avec un mec qui est on fire, tu vois. Genre, il est à fond et il a retrouvé le drive. Donc, voilà, je pense qu'il y a toujours un juste milieu et c'est comme tout. Moi j'aime beaucoup... j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup marqué il y a quelques mois, qui est le problème de notre cerveau humain, c'est qu'on veut essayer de mettre les choses dans des cases et surtout, on croit que c'est des problèmes à résoudre. Alors que je pense que c'est plutôt une dichotomie à manager. Et j'aime beaucoup cette idée, tu vois, de voir est-ce que je mets un cadre, est-ce que je mets pas de cadre. Plutôt de le voir comme un espèce une jauge, tu vois, sur est-ce que j'ai été trop loin dans le cadre et en fait, je perds l'expression des gens, je perds le fait que les gens puissent s'exprimer et révéler qui ils sont et se sentir libres là-dedans et tu sens qu'ils sont contraints, tu vois, même leur posture se restreint. Ou est-ce que là, je suis plus dans une phase où je suis trop loin dans la liberté et en fait, tu as des gens qui sont un peu insécures, qui savent pas trop quoi faire, qui savent pas trop où aller et toutes ces choses-là. Et ils ont besoin qu'on les redirige un peu, qu'on leur redonne un peu de cadre. Donc
là, je te dis ça parce que je pense que depuis quelques mois, je prends conscience que j'ai été trop loin dans la liberté, tu vois. Ouais. Peut-être dans un an, je te dirais, bah non, en fait, le truc, c'est il faut plus de liberté. La contrainte, c'est de la merde. Et je pense que c'est un cadre de pensée que j'aime beaucoup, un modèle mental que j'aime beaucoup, de me dire, en fait, plutôt que de partir comme mon cerveau a besoin en général de dire ça c'est vrai, pas vrai, il faut ça, il faut pas ça, c'est plutôt me demander, ok, il y a ces deux extrêmes, et où est-ce que je me trouve? Est-ce que j'ai plus besoin de revenir par là ou par là, puisque je pense que la voie du milieu est toujours la plus juste. Et comment tu as fait pour réussir à endosser ce rôle de celui qui dit quoi faire, entre guillemets, parce que, bon, tu avais tes expériences de coaching, ça t'a suffi à savoir manager, à savoir à chaque fois où il faut aller, parce que je trouve que, voilà, en tant que chef d'entreprise, parfois c'est difficile, je te parlais d'une fille, là, Grace Beverly, qui est aussi entrepreneuse et créatrice de contenu. Elle dit souvent que si elle réussit, c'est parce qu'elle s'entoure de personnes meilleures qu'elle dans leur domaine. Ouais. Donc, d'accord, mais du coup, est-ce qu'elle les manage quand même? Est-ce qu'elle leur dit quand même quoi faire? Parce que, non, c'est quand même difficile à manager quelqu'un qui est meilleur que toi dans son domaine. Donc, parfois, je trouve que c'est difficile de savoir où savoir dire, en fait, là, je te fais confiance, c'est ton domaine d'expertise. Et parfois, en fait, intervenir, quitte à, tu vois, avoir moins d'expérience et de savoir que la personne en question, mais parce que tu portes la vision, t'es la fondatrice ou le fondateur. Alors, moi, je connais beaucoup mieux un modèle qui est un modèle de délégation dans lequel tu sais tout faire. Je veux dire, il y a des entreprises où tu peux pas faire ça. Moi, l'entreprise que j'ai, c'est une entreprise sur laquelle tu me mets à n'importe quel poste, je sais le faire en fait. Tu vois, parce que j'ai amené la boîte à plus d'1 million tout seul, même sans assistant. Tu vois, j'envoyais même les factures moi-même et tout. Donc, ça m'a donné un avantage qui est que je sais tout faire et du coup, c'est facile de manager dans ce sens-là, tu vois. C'est facile de manager. Et en plus, j'ai le respect des gens avec qui je travaille. Parce que je pense que c'est ça, en général, aussi, qui peut faire chier quand t'as un manager. C'est un manager qui te dit quoi faire alors qu'il n'y connaît rien, tu vois. C'est vrai. Donc, j'ai un respect naturel par rapport à ça. Parce que les gens ont confiance dans mon avis, tu vois. Ont confiance dans mon avis. Donc, voilà. Maintenant... j'ai pas énormément d'expérience sur... je vais pas donner mon avis sur un truc, tu vois, où j'ai juste lu des livres parce que je pense qu'il y a vraiment... C'est quand même le meilleur moyen d'apprendre, je suis quand même d'accord. Mais la réalité, mais... faut passer de la théorie à la pratique, quoi. Ouais, c'est ça. Je veux dire, j'ai jamais vraiment eu de personnes... j'ai jamais vraiment managé des domaines que je connais pas dans mon entreprise. Ouais. Tu vois. Donc, c'est une forme de conseil. C'est essayer de manager quand même les domaines que vous maîtrisez. Et sinon, je sais pas. Je pense que c'est possible dans mon business, tu vois. Ouais. Demain, si j'ai envie de créer un autre business, je pense pas... Enfin, je pense qu'il y a des business, c'est pas possible. Demain, imaginons, j'ai envie de créer un software. Je sais pas coder, tu vois. Donc, je pourrais pas. Et je pense que prendre des gens plus intelligents que toi dans un domaine, c'est hyper smart. Maintenant... je pense que la base, c'est avoir des gens qui t'ont pleinement confiance et qui sont pleinement engagés, tu vois. Parce que, de toute façon, à partir du moment où tu commences à douter de la personne, ça ne marche jamais. Ouais, c'est sûr. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens cherchent avant tout le sens et l'utilité, l'impact qu'ils peuvent avoir, parce que, voilà, ça participe à ce que tu disais, c'est un peu leur liste d'ingrédients aussi pour être heureux. Bon, alors, il y a quand même un sujet là qui me trotte dans la tête depuis qu'on en a parlé, qui est cette histoire d'Amazon. Parce que quand Julien est arrivé... En gros, alors je sais même plus comment on est arrivé à en parler. Mais... Ah si, on se disait qu'en fait, l'argent ne rend pas heureux, mais en fait, il faut quand même passer par là pour s'en rendre compte. Et Julien me disait qu'il pense qu'en fait, aucun entrepreneur ne le fait vraiment pour l'argent. Et moi, je disais, attends, Jeff Bezos, qui est donc le fondateur d'Amazon... Non, je disais pas qu'aucun entrepreneur le fait pour l'argent. Je pense que des Jeff Bezos ou Elon Musk, machin, ils le font pas pour l'argent. D'accord, ils le font plus pour l'argent. Donc voilà ce que tu as dit. Et moi, je te disais, en vrai, Amazon, à part détruire la planète, oui, ils apportent un super service client, oui, ils disruptent une industrie, mais pour moi, c'est drivé forcément par... Enfin, tu vois, quand il y a un tel impact négatif, quand il y a une telle externalité négative, c'est que forcément, tes missions et ce qui te drive n'est pas hyper éthique, tu vois. En fait, alors, je suis plutôt dans une phase de ma vie aujourd'hui où je m'intéresse à toutes ces questions je commence à m'intéresser à toutes ces questions de planète. Maintenant, dire que l'impact, il est plus négatif que positif, je suis pas d'accord. Ça dépend d'où tu regardes. Ça dépend ce que tu regardes. Ça dépend quelle métrique, c'est sûr. Et je pense le
problème dans le raisonnement, c'est de croire que tout le monde a les mêmes métriques. Tu vois, tu parles de l'impact négatif, ultra négatif. Moi, je trouve que l'impact, il est aussi ultra positif. Je veux dire, c'est génial, t'as oublié un micro, tu le commandes, demain tu l'as, tu vois. T'as une interview demain. Oui, mais si tu pousses le trait, est-ce que c'est vraiment bénéfique d'aller dans une société qui est encore plus dans l'ultra-consommation, qui est encore plus dans l'immédiateté, qui est encore plus dans... Ah mais ça, j'en sais rien, tu vois. Et en fait... Oui, ça, mais c'est pour ça que c'est un débat presque philosophique, hein, mais fait, je pense qu'il faut se pencher sur la question, moi. Moi, Sinon, c'est comme ça qu'on arrive à une technologie qui devient, entre guillemets, incontrôlable, et sous couvert du progrès, en fait, on va beaucoup trop loin parce qu'on s'est jamais posé la question de, ok, c'est du progrès, mais en fait, est-ce qu'il est vraiment positif ? Alors, tiens, hier, c'est marrant parce que tu reprends une phrase que j'ai notée hier. J'ai écouté une interview de Inès Léo. Tu la connais, je pense. Ouais. C'est marrant. Écoute, pour l'anecdote, je crois que c'est ma première expérience entrepreneuriale. Okay. J'avais bossé un tout petit peu pour elle à l'époque où elle faisait des brunchs cachés dans Paris. J'ai entendu toute son histoire hier. Et à un moment, elle dit et si c'est pour progresser, mais que c'est pour progresser mal, à quoi bon, tu vois? J'ai noté cette phrase parce qu'elle me parle beaucoup. Moi, une phrase que je répète beaucoup depuis 2 ans qui est si 2 hommes courent dans la mauvaise direction, celui qui a gagné, c'est le premier qui s'arrête, tu vois. Mais maintenant, je pense le problème de nous en tant qu'êtres humains, je pense, c'est on a une tendance à croire que notre modèle déjà qu'on a la vérité, que nos pensées sont des vérités, et deuxièmement que notre modèle du monde est celui de tout le monde. Moi, j'en sais rien, en fait, tu vois, si l'immédiateté est un problème. Je dis pas, je comprends le point de vue des gens qui disent c'est un problème, cette immédiateté, on détruit la planète, toutes ces choses-là. Je le comprends. Je vois les faits sur lesquels ils s'appuient, je vois. Mais je comprends aussi les gens qui disent oui, mais non, moi, je veux mon truc machin, c'est un progrès, c'est génial, le monde va plus vite, c'est génial d'aller plus vite. En fait, ça dépend juste du système de valeurs. Ça dépend juste de ton système de valeurs, ça dépend juste de ce que tu valorises. Mais pour moi, il y a quelque chose de supérieur à ça. Vas-y. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois, si on est très factuel, on peut faire la liste des gens qui trouvent les aspects positifs et d'autres dans l'autre sens. Mais pour moi, à l'ère où la planète dans laquelle on vit est menacée, on ne peut plus raisonner que de manière microéconomique comme tu le fais, mais il faut réfléchir aussi de manière macroéconomique et même juste par rapport à la valeur planète, tu vois, qui est de dire, ok, mais en fait, non seulement là, ça a des bienfaits et des méfaits parce que l'immédiateté est positive comme négative, le fait est qu'on ne trouvera rien de positif à ce que ça apporte à la planète. Donc pour moi, quand il y a une telle externalité négative, quand il y a un tel impact, tu vois, c'est pas une question d'homo economicus, quoi. C'est pas une question de mais moi quand même je suis contente que ça aille plus vite et que j'ai mon micro demain. Pour moi, c'est savoir se dire, vu qu'on vit en société, ok, peut-être que c'est cool d'avoir... Tu vois, il y a quand même une échelle de valeur. C'est plus cool d'avoir mon micro demain que si j'attends une semaine, mais c'est encore plus cool si j'attends une semaine et que du coup, la planète, elle va vivre un peu plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire ? Et en effet, c'est une échelle de valeur, hein, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une conscience collective sur la situation qui est la nôtre. Parce que si on suit ton raisonnement et que chacun raisonne par rapport à soi-même, c'est sûr que la planète est mal barrée, tu vois. C'est pas j'ai pas dit que il fallait raisonner comme ça. Oui, tu as dit que tu comprenais les gens qui raisonnaient comme ça. Et je comprends aussi ton raisonnement, en fait. Je trouve juste que, dans ton raisonnement il faut une conscience collective et tout, j'ai plutôt à penser ça, ok ? Pour autant, c'est basé quand même sur une hypothèse qui est une valeur que tout le monde n'a pas. L'hypothèse sur laquelle tu te bases pour défendre ton raisonnement, c'est que il faut préserver la planète. Et que c'est que si la planète ne produit plus de vie, c'est un problème. C'est pas une vérité, en fait. C'est une hypothèse et qui est dans un ordre d'une échelle de valeur. Et si tu as quelqu'un... Donc toi, dans ton raisonnement, en valeur là-haut, il y a préserver la planète. En dessous, il y a avoir mon micro aujourd'hui. Tu as d'autres personnes qui... Le micro aujourd'hui... c'est plus important que la planète. Et comme c'est ton raisonnement, tu penses que celui-là, il est faux. Et tu t'appuies sur ça pour dire qu'il est faux, sur le fait qu'il faut préserver la planète. Mais ça, c'est pas une vérité, en fait. Je comprends d'où tu viens. Et je comprends ta théorie. Mais je pense que c'est à l'État, en fait, même, et à l'Union européenne, parfois de savoir prendre des décisions. Parce que, en fait,
il y a la Déclaration des droits de l'homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une espèce de, c'est pas une valeur. Tu vois, on devrait ajouter la préservation de la planète dans les droits de l'homme et de la femme. Ça aurait été bien aussi. Mais tu vois, pour moi, si on raisonne comme toi à dire en fait, enfin comme toi, mais comme beaucoup de gens, hein, qui est de dire tout est relatif. Pour moi, il faut savoir dire non. Il y a des choses qui sont pas relatives. Il y a des choses qui sont des valeurs fondamentales. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux Tu dire. vois, l'égalité en étant une, la liberté en étant une, les droits en étant un et même plusieurs. Et pour moi, en fait, la préservation de la planète dans laquelle on vit, ça devrait entrer dans la Constitution, quoi. Parce que sinon, en effet, on fera que dire, ah, pour toi, c'est où? C'est au-dessus? C'est en bas? Ton McDo, tu vois, c'est en fait, oui, t'as des gens vraiment très... Et en plus, honnêtement, il y a quand même peu de gens qui ont les connaissances qui sont climato-sceptiques. La plupart des gens qui s'en foutent de l'environnement, c'est juste qu'ils n'ont pas les connaissances pour, tu vois. Ouais. Donc pour moi, il y a de l'éducation évidemment à faire, de la pédagogie, mais ça passe aussi par un rôle très public et très politique, quoi. Pour moi, à un moment, il faut des valeurs fondamentales supérieures pour pouvoir un peu aiguiller, un peu comme on parlait de cadre tout à l'heure, et pour que les employés soient heureux. Il faut savoir dire aussi à la société, bah, en fait, là, c'est là où on va, c'est ça notre priorité. Et voilà, il faut agir de telle façon, quoi. Mais je pense que... Alors... Je suis pas forcément d'accord avec cette idée de valeur fondamentale, mais je la comprends. En tout cas, je comprends que c'est un truc qui tient très à cœur. La planète, tu vois, et je veux bien comprendre. Et je trouve ça plutôt cool. Enfin, tu vois, je trouve ça cool qu'il y ait une conscience globale et je suis complètement d'accord avec ça. Je pense juste que, tu vois, chaque valeur, en tout cas, tu vas valoriser quelque chose parce que ça vient nourrir un besoin qui est important pour toi. Et le problème, je pense, quand il y a des mouvements un peu qui s'opposent, tu vois, qui est un peu ce que je perçois là, qui est un modèle où bah, il faut préserver la planète et ça doit venir avant tout. Et d'autres, bah non, en fait, genre, ils sont gentils, mais moi, j'en prends pas vraiment la responsabilité parce que tant que le patron, il voyagera en jet, bah moi, je vais pas faire attention à mes poubelles, tu vois. Qui sont un peu les raisonnements qu'on a des deux côtés, tu vois, si on regarde les deux côtés. Le truc, c'est que je pense que tant qu'il y a des mouvements en opposition, lui ne comprend pas le besoin de lui, et lui ne comprend pas le besoin de lui. Et du coup, on ne peut pas avancer. Alors que je pense qu'il y a juste des guerres et des oppositions. Je pense que la seule façon d'évoluer, c'est de commencer par, non pas avoir des valeurs fondamentales, mais de comprendre c'est quoi le besoin de ces gens-là, en fait. C'est quoi leurs besoins, et comment on crée une solution sur lequel les besoins de tout le monde sont pris en compte, tu vois. Mais tu penses que c'est possible? Bah, je pense que oui, à partir du moment où tout le monde a ce recul et cette empathie pour comprendre qu'est-ce que les autres nourrissent comme besoin. Je pense juste que la planète, on n'est clairement pas là. Parce que, tu vois, tu priorises ça aujourd'hui, tu valorises ça aujourd'hui avec ton regard, et je le valorise aujourd'hui avec mon regard, mes circonstances, mon passé, mon histoire. Moi, c'est plus... ouais, je comprends... J'ai du mal à comprendre, mais en effet, c'est mon système de valeurs. Pourquoi ne pas faire les choses bien quand tu as l'opportunité de le faire? Tu vois, y a quand même beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui essayent d'allier les deux, quoi. En fait, lui n'en est pas un. Moi, je te reprends sur le mot bien. Tu vois, faire les choses bien. Faire les choses bien, c'est par rapport à un système de valeurs, tu vois. Et tu prends le système de valeurs d'Amazon, je pense qu'ils essaient de faire des trucs, tu vois. Mais je pense que c'est pas ce qu'ils ont mis en numéro 1. Ce qu'ils ont mis en numéro 1, c'est servir le client de la manière la plus rapide et la moins chère possible. Est-ce que si on prend la mission qu'ils ont, ils font les choses bien? Ouais, très bien. Tu vois. C'est très intéressant. De toute façon, je pense qu'on pourrait continuer longtemps là-dessus. Donc, au moins, écoute, on a exposé nos deux avis. Donc, non, mais tu vois, ouais. Je pense que les personnes qui nous écoutent ont chacun et chacune leur avis aussi. Mais du coup, tu as parlé là de cette histoire de besoin nourri par l'autre. Et ça m'a fait penser à ce que tu nous disais sur la préparation mentale. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup et je trouve dont on parle pas assez, dont on n'a pas assez de billes. Est-ce que si tu pouvais nous partager peut-être 3 principaux conseils que tu partageais aux sportifs de haut niveau, aux personnes que tu coachais, tu vois, 3 choses que tu as réalisées au cours de ton parcours ou seulement tu l'avais dit avant, tu aurais gagné du temps sur ton échelle de bonheur, tu pourrais nous en partager? La première, c'est que aucune pensée n'habite mon esprit sans payer son loyer, qui est que, tu vois, en psychologie cognitivo-comportementale, tu as une idée qui dit que tu as des circonstances qui sont des trucs vrais. 7 milliards d'habitants sont d'accord. Donc, préserver la planète est une priorité, n'est pas une circonstance, n'est pas une vérité, c'est juste une pensée. En dessous de ces circonstances,
tu as des pensées, ces pensées créent des émotions, ces émotions créent des actions, ces actions créent des résultats. Et toute ta vie tient dans ces 5 concepts. Tu écris quelque chose, tu dis quelque chose, on peut ranger notre vie dans ces 5 concepts. Et le truc, c'est que la plupart du temps, on n'a pas conscience des pensées qu'on a, des émotions qu'on a, et on se plaint des résultats et on essaie de se battre contre la réalité. Alors que la réalité, c'est une circonstance, je peux rien y faire. La seule chose que je peux faire, c'est changer mon regard et ma pensée autour de cette circonstance, tu vois. Et je pense que ça, si je prends un exemple, ça s'applique à absolument tous les domaines. Par exemple, un sportif, il se retrouve à hyper 6-0, 3-0. En fait, la pensée, ça c'est un fait, c'est une circonstance, tout le monde est d'accord, ça ne se discute pas. La pensée, à partir de là, il peut se dire, bon, bah, je suis nul, j'ai fait n'importe quoi, vas-y, c'est n'importe quoi. L'émotion que tu ressens quand tu te dis ça, bah, c'est une forme de honte, de frustration, de colère. Quand tu es comme ça, tu n'es pas à ton meilleur niveau de focus, donc les actions, c'est tu vas te précipiter, tu vas plus tenir le jeu, tu vas plutôt faire ça. Et le résultat, c'est que tu viens confirmer ta pensée. Ton résultat vient toujours t'amener à confirmer ta pensée. À l'inverse, 6-0, 3-0, peut-être je peux me dire « Ah putain, c'est une opportunité de voir ce que je fais quand je suis face au mur. » Ce qui va me donner un focus différent, ce qui va me faire des actions différentes, ce qui va me faire des résultats différents. Là, on le voit pour un match, mais c'est vrai pour l'entièreté de notre vie, tu vois. C'est vrai pour l'entièreté de notre vie. Et c'est vrai le matin, si j'ai un client qui n'est pas content, et on a des pensées qu'on le veuille ou non. Tu vois, on a 60 000 pensées par jour. Tu as des pensées que tu le veuilles ou non. La différence dans les résultats des gens et la vie qu'ils créent, c'est uniquement qu'est-ce que ces pensées créent. Mais tous tes résultats sont créés avant tout par des pensées. T'en as qui sont naturellement plutôt bien câblés dans leur manière de regarder le monde, et t'en as d'autres qui sont un peu moins. Et tu penses que tout le monde peut réussir à changer ses pensées? Parce que, tu vois, si je reprends ton exemple de la personne qui vient d'échouer, voilà, que ce soit dans un sport ou dans un projet, etc., je fais partie des personnes où je vais ressasser. J'ai beau me dire, j'ai beau avoir conscience de ce que tu dis, tu vois, moi, je suis très rationnelle, donc en fait, j'ai remarqué que de lire plein de trucs sur l'échec comme un rebond, ça m'a permis d'un peu changer ma vision des choses. Mais il faut vraiment que j'adhère à la croyance selon laquelle l'échec peut être une manière de rebondir, parce que pendant des années, en fait, je savais bien que ça me servait pas de me battre avec, de m'auto-flageller. Mais le fait est que c'était plus fort que moi, tu vois. Et donc ça, je sais pas, tu vois, dans quelle mesure on peut réussir à changer la pensée, parce que parfois l'émotion, elle est trop forte, ou la pensée est trop forte. Je sais pas lequel influe plus sur l'autre, tu vois. Ouais. Alors pour moi, on peut tout changer. En général, une pensée, tu vas ressasser quand la pensée est soutenue par une émotion. Et en général, l'émotion, elle vient de bien plus tôt dans ta vie. Tu vois, on a tous ancré des émotions autour de certains concepts beaucoup plus tôt dans notre vie. Et là, quand, en fait, tu as 2 types de pensées, tu as des pensées que tu peux changer à partir du moment où tu en prends conscience, tu te rends compte, ah ouais, tiens, je vais arrêter de nourrir ça fait pas sens, tu vois. Et je peux facilement voir un autre regard, soit tout seul, soit à travers des livres, soit à travers des coachs, soit à travers des formations, des podcasts, bref. Voilà. Et tu as un deuxième type de pensée qui est des pensées qui sont plus ancrées et qui ont une charge émotionnelle plus forte. Et cette charge émotionnelle est en général cristallisée dans le corps, qui la maintient. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est intéressant d'aller faire un travail sur... c'est ce qu'on fait avec nos clients, tu vois, aussi. Et plein de fois sur des entrepreneurs, en fait, nous, on accompagne des entrepreneurs, mais tu te retrouves à travailler sur 6 ans, quand sa mère lui a dit qu'elle était nulle. Et là, tu fais le travail autour de ce truc-là, en fait. De cet événement, parce qu'à partir du moment où tu as créé la charge émotionnelle de j'en sais rien, je suis nul, ma mère m'a dit que j'étais nul et j'ai souffert, et pour être accepté dans la famille, typiquement tu as été enfermé dans ta chambre, tu sais, des conneries comme ça. Ça s'est imprimé. Ça s'est imprimé. Et ben, tu reviens sur l'événement, tu poses un autre regard sur l'événement à travers... tu as plein de techniques, tu vois, le FT, l'hypnose, les machins, tu as plein de techniques. Et ben derrière, ça change toute ta vision du monde aujourd'hui, en fait. Parce que ta vision du monde aujourd'hui est juste la conséquence de tout ce que tu as appris dans ta vie. Oui. Et ces trucs sont pondérés par la répétition et la charge émotionnelle que tu avais associée à ça. Donc il faut changer sa vision des choses pour réussir à changer la charge émotionnelle. Ouais. Effectivement. Après, tu as des courants de pensée, tu vois, qui vont plus
libérer directement l'émotion, sans même avoir le besoin de la mentaliser, de le comprendre. Voilà, c'est pas ce qu'on utilise nous. En général, quand il y a une grosse charge émotionnelle, ça vient toujours d'un moment. On revient sur ce moment, et là, on va travailler avec nos outils sur ce moment-là. Ok. Bon, bah super, merci d'avoir partagé la technique. C'était un conseil. Est-ce que tu en as deux autres ? Ouais, tu vois, pareil, juste pour rendre ça encore plus concret pour les gens, moi, c'est un truc que je fais tous les matins. Tous les matins, et même parfois dans la journée, je prends mon téléphone, j'écris une note, et j'écris tout ce que j'ai dans ma tête. Et là-dedans, je peux observer les choses qui tournaient en arrière-plan, qui sont utiles ou qui sont pas utiles et qui expliquent comment je me sens. Parce que des fois, tu te sens d'une certaine manière, tu sais pas. Et en fait, le fait juste d'écrire te permet de mettre de la conscience là-dessus. Et à partir du moment où tu as conscience, c'est beaucoup plus facile de continuer à le nourrir ou pas. Moi, il y a une métaphore que j'aime beaucoup qui est la métaphore de... T'as déjà eu un Windows ou pas ? Ouais. Ok. Tu faisais quoi quand ton ordi plantait ? Alors là, c'est il y a trop longtemps pour que je m'en souvienne. Tu sais, quand... J'attendais, hein. Ouais, mais t'avais une étape avant d'appuyer sur... avant d'y aller à l'arrache en mode j'éteins tout avec le bouton. Ouais. Contrôle Alt Supprime. Tu te souviens de ça ? Oui, je me contrôle Alt Supr. Contrôle Alt Sup. Et en fait, à ce moment-là, t'avais peut-être un fichier ouvert, et quand tu faisais Contrôle Alt Sup, tu te rends compte qu'il y avait 10 ou 15 trucs qui tournaient en arrière-plan. Et que c'est ça qui faisait ramer ton ordi. Bah, en fait, pour moi, c'est exactement pareil pour nous, en tant qu'être humain. C'est que, la plupart du temps, en fait, on a 10 ou 12 trucs en arrière-plan qui tournent sans même qu'on en soit conscient. Et le fait d'écrire permet d'en prendre conscience et de, comme Contrôle Alt Supprime, dire delete ou je continue, tu vois. Ok, alors là, je vais te challenger parce que, pareil, je prends mon cas particulier, parce qu'on est quand même là aussi pour se faire coacher. Non, mais tu vois, imaginons, je fais ça, c'est marrant, je vous conseille l'épisode avec Jonathan Lehman, le premier, où il parle de ça, il appelle ça les poubelles mentales, sortir les poubelles mentales. Imaginons, je me rends compte que je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Il y a 2 trucs que je peux contrôler, et donc ciao. Et il y a un truc, je peux rien y faire. Ouais. Alors moi, ça, je vais pas réussir à me sortir de la tête. Quand je peux rien y faire, ça va me bouffer. Et alors, je sais pas si t'as des solutions pour ça, mais j'espère que je suis pas la seule. Comme ça vous sera utile aussi. Mais tu vois, c'est soit j'attends 4-5 jours et ça finit par passer, soit je vais me buter à la salle pour essayer, tu vois, de me changer les idées, ça marche pas toujours. Mais il y a un truc où, quand je peux pas avoir un impact dessus, it's the end of me. Ouais, parce que tu continues inconsciemment à nourrir la croyance que tu devrais le changer. Ouais. Et tu vois pas les bénéfices que ça soit comme ça et que tu puisses pas le changer. Et nos émotions sont juste des ratios de perception. À partir du moment où je perçois plus de bénéfices conscients que d'inconvénients conscients, je reçois une émotion plutôt positive, enfin plutôt agréable. Okay ? À partir du moment où je perçois plus d'inconvénients que de bénéfices, je reçois une émotion plutôt désagréable. Et notre cerveau est orienté par nos questions. Okay ? Là où va notre focus est orienté par ça. Et donc, c'est juste se poser des questions de qualité à ce moment-là qui sont, c'est quoi les bénéfices de cette situation et qu'elle ne puisse pas bouger. En quoi ça me sert ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Et il y a toujours autant de bénéfices que d'inconvénients dans toute situation. Tu vois, par exemple, j'ai un exemple que j'aime bien raconter par rapport à ça. Il y a 1 an, j'étais à fond dans les cryptos, machin. J'avais investi beaucoup. J'avais plusieurs millions en crypto. Et je me retrouve à un moment donné où crash, je perds, je crois, 400 et quelques milliers d'euros dans la nuit. Et 400 et quelques milliers d'euros dans la nuit, je me lève, je regarde mon compte crypto, je vois 400 000 en moins. Émotionnellement, c'est intéressant comme émotion à avoir. Ouais. Je marche pour me balader. Et là, je vois 10 mètres plus tard, j'ai perdu encore 10 000 euros. Et tous les 10 mètres, je perdais 10 000 euros. Et tu as l'impression que le truc ne va jamais s'arrêter, tu vas tout perdre. Et finalement, le truc qu'il faut surtout pas faire que je fais, je vends tout. Je me dis, je vais tout vendre. Mais sauf que tu es totalement irrationnel dans ces moments-là. Ouais, tu essaies de sauver ce que tu peux sauver, quoi. Je savais pas que tu pouvais avoir ce niveau d'irrationalité. Et là, comme tout le monde doit être dans cet état émotionnel, le truc plante. Tu ne peux pas vendre, en fait. Donc, tu dois juste attendre, voir. Tu vois ton argent perdre de... Vraiment, j'ai perdu peut-être 100 000 euros en 20 minutes, tu vois. Donc, ça va vite, quoi, tu vois. Ton compte, il descend très vite. Et là, j'arrive dans un état émotionnel chez moi. Je me demande... Donc, ça faisait 3 semaines que le marché baissait. J'avais perdu peut-être 800 ou 900 000 euros en 3 semaines. Et je me demande...
Sachant que c'est quand même beaucoup d'argent pour moi. Il y a 4 ans, je vivais en coloc et je dépensais 700 € par mois, quoi. Et donc je perds cet argent et je me demande c'est quoi les bénéfices, tu vois, de ça. Et au début, j'en vois aucun. Tu vois. C'est quoi les bénéfices à perdre 800 000 € en 3 semaines? Il y en a zéro, tu vois. Et je me pose sur ma feuille et pendant 2 heures, je cherche, tu vois, c'est quoi les bénéfices? Ok, bon, je reçois du soutien de ma chérie. Ok, quoi d'autre? Mais des petits bénéfices qui remplacent pas la charge émotionnelle, tu vois. Et finalement, à un moment donné, je me dis, ok, ça serait une expérience que je pourrais raconter en conférence. Ok. Donc voilà, ça c'est déjà un truc qui me parle un peu plus, qui est plus en lien avec ce qui fait du sens pour moi. Et puis finalement, j'arrive à un truc de, waouh, en fait, mon identité jusqu'à maintenant, elle était construite autour de l'argent que je gagnais. Et ça, c'est comme si je lâchais aussi avec l'identité que j'ai, qui est l'argent que je gagne. Et ce qui est marrant, c'est que depuis ce jour-là, bon, j'en ai regagné, tu vois, mais j'ai moins d'argent. En tout cas, j'ai moins d'argent qu'avant. J'ai plus les objectifs d'avoir beaucoup d'argent. Et c'est comme si ça m'avait libéré de toute une identité, tout un poids. Et au final, si je reviens 1 an en arrière et tu me dis tu peux les perdre ou pas les perdre, je te dis mais je veux les perdre en fait. Je veux les perdre instantanément comme ça. Parce que ça m'a rapproché de qui je suis. Et je pense qu'en fait, dans la vie, absolument, moi il y a une phrase que j'aime bien qui est la vie a toujours un meilleur plan pour moi. Il s'agit juste à moi de le découvrir. Qui me permet de me laisser guider par la vie. Et ce truc-là, au final, je pense 800 000 €, t'as plein de gens, pendant des années, ils s'en souviennent encore. Et ils ont encore une charge émotionnelle autour. Aujourd'hui, j'ai juste de la gratitude pour ça. Et ça a duré 3 heures, mon émotion, tu vois. Donc, pour moi, à partir du moment où tu sais qu'il y a autant de bénéfices que... Ça, c'est une certitude en moi. Il y a autant de bénéfices que d'inconvénients dans tout, tu vois. Tout, absolument tout. Même les pires horreurs qui arrivent. À partir du moment où tu sais ça, il s'agit juste d'aller les chercher. Et à partir du moment où tu vas les chercher, tu peux revenir avec un sentiment de gratitude. Et quand tu as un sentiment de gratitude pour ta vie, en général, tu fais des choses aussi beaucoup plus justes pour l'extérieur. Parce que je pense qu'en général, on détruit, que ce soit la planète, les autres, absolument tout, quand on se détruit soi-même, en fait. Quand tu es sain avec toi-même et que tu as la gratitude pour quitter, pour ta vie, tu n'as jamais envie de détruire les autres dans ces moments-là, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai une vision assez... qu'on pourrait appeler, je pense, assez individualiste. En fait, il s'agit... Le tout et la somme de chacun. Effectivement. Parce que je pense que le tout, il est sain quand tous les individus sont sains et que dès qu'un individu est malsain, il va contaminer les autres, il va activer la malsénitude des autres, en fait. Et que la réalité, c'est que si tu donnes le pouvoir à tout le monde d'être sain, d'avoir de la gratitude pour sa vie, de kiffer sa vie, de faire ce qu'il aime, tout le monde serait heureux, en fait. Mais je pense que c'est pas possible. Malheureusement, je pense que statistiquement, tu vois, de manière très cartésienne, en fait, t'as forcément des gens qui sont, entre guillemets, pas sains, mais tu vois, parce qu'en fait, ils ont hérité de traumas générationnels énormes, parce que peut-être eux-mêmes sont instables, enfin, tu vois. Ouais. Et c'est là où je pense que la théorie d'entre guillemets de la pensée positive s'arrête, tu vois. C'est qu'en gros, parfois on va donner toutes les clés à quelqu'un, mais en fait, il va pas faire du bien avec. Peut-être. En tout cas, je pense que tu vois, c'est important de... je pense qu'on est tous venus faire quelque chose sur cette terre et on a tous des centres d'intérêt en fonction de ce qu'on est venu faire. Tu vois, il y a une question qui est fascinante, c'est pourquoi t'aimes ça en fait, tu vois, ouais. Alors on peut dire bah oui parce qu'enfant il me manquait ça. Ok, mais si on revient à un niveau en dessous, pourquoi est-ce qu'enfant il te manquait ça? Donc ça c'est de l'ordre des croyances, tu vois. Moi je crois qu'on est venu faire sur cette terre, chacun on est venu apporter ce qu'on avait à apporter et en fonction de ça on a des centres d'intérêt qui correspondent. Et tu me demandes d'aller étudier sur la psychologie, sur l'humain, sur la spiritualité, sur toutes ces choses-là. Je retiens tout, je suis déterminé, j'ai envie d'y aller, j'ai énormément d'énergie. Tu me demandes d'aller étudier sur la planète, par exemple, ça peut m'intéresser un peu, mais pas du tout autant que la psychologie. Donc, je pense qu'il y a besoin de la vision de tout le monde et que les problèmes peuvent être résolus de plein de manières différentes, mais que c'est à chacun d'aller œuvrer à travers ce qui est naturel pour lui de vrai, en fait. Tu vois, et moi, ce qui me passionne, c'est la psychologie, aider les gens avec ça, quoi. Trop intéressant. Écoute, je n'ai absolument pas conscience de l'heure qu'il est, mais je crois que ça fait un petit bout de temps qu'on parle. Donc, je vais te poser mes petites questions de la fin. Okay. Déjà, peut-être là, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur tout ce dont on a parlé, un peu de la psychologie, du fonctionnement du cerveau, est-ce que tu aurais un livre à recommander ? Waouh.
Ça peut être 2 ou 3 livres. Ouais. On t'en voudra pas. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé au début, qui résonne beaucoup moins pour moi aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup aidé, c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins. Ouais. Tu l'as lu? Non, Okay. je dis ça en hochant la tête, mais parce que en fait c'est sur ma lecture, ma liste depuis longtemps. Ouais. J'ai essayé de l'écouter en audiobook, ça m'a saoulée. Ça t'a saoulé. Et en fait c'est vraiment terrible parce que j'adore lire, mais en fait j'adore aussi lire des romans. Et en fait j'ai tellement de livres non-fiction à lire qu'en fait j'ai 2 piles. Et donc à un moment je m'étais dit allez, je vais commencer à écouter ma non-fiction, un peu comme des podcasts. Et en fait les voix à chaque fois sont horribles et du coup j'abandonne et je me remets à les lire. Mais tu me donnes envie de le lire. Celui-là, un deuxième qui est pas traduit, je crois, ou très mal traduit, The Breakthrough Experience de John DeMartini. D'accord, ok. Et le troisième, qui est mon livre de l'année, vraiment que j'ai relu déjà plusieurs fois cette année, The Almanac of Naval Ravikant. Alors, tu connais pas ça? Non. Okay. Tu peux le redire? Genre, The Almanac. commande-le. Tu vois, commande-le. Amazon va te le livrer en une journée. J'irai dans ma librairie de quartier, le précommander. Je l'aurai dans 2 semaines et je n'en mourrai pas. Ok, bah je mettrai de toute façon les notes dans les... Enfin, je mettrai les titres dans les notes du podcast. The Almanac of Naval Ravikant, juste pour te donner un petit contexte, c'est the founder of AngelList, qui est une société d'investissement dans la Silicon Valley. Ouais. Bon, c'est pas trop ton milieu, mais... donc le gars, il est très smart en termes de business, mais il est aussi ultra philosophique. Et moi, j'adore ces gens-là. Moi, c'est vraiment les gens que je préfère. C'est les gens qui sont super puissants en termes de business, mais qui ont aussi une vision philosophique incroyable. Voilà. Ok, trop intéressant. Ça me donne vraiment envie de le lire. Donc, merci pour ça. Ensuite, ça fait après 2 mois de podcast, je suis un peu rouillée. Les livres, c'est bon. J'ai envie de te demander peut-être aussi si t'as un podcast à nous recommander, comme tu m'as dit que t'en écoutais beaucoup. Français ou anglais, hein. Ouais. Business d'affaires, quoi. Enfin, mes sujets, quoi. Comme tu veux. Franchement, c'est comme tu veux. J'aime bien, moi, Génération Do It Yourself, tu vois. Ouais. Pas tous, mais il y a vraiment des épisodes où j'ai adoré écouter 3 heures. Je trouve que ça apporte des belles perspectives. Je trouve ça riche, un peu comme toi, tu vois, la diversité des profils qu'il peut avoir, comme chez toi. In Power, bien sûr. Au cas où vous connaissez pas. Au cas où vous connaissiez pas, c'est ça. Et le troisième, je dirais vraiment, The Diary of a CEO, que j'aime bien. Ouais, ok, super. Je mettrai aussi ça dans les notes du podcast. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In Power, ce serait qui? Francophone. De préférence. Ok. Franchement, j'ai pas grand monde, tu vois. J'ai pas grand monde. Ce qui me passionnerait, je sais pas si tu peux faire ça, mais c'est des politiques. Okay. Vraiment, mais aller creuser sur du deep avec des politiques, pas leur discours pré-mâché, tu vois. Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment? Moi, je suis fasciné Moi, j'adorerais avoir ces conversations avec des politiques en off, de qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ils font ce qu'ils font. Pas dans une démarche journalistique de je vais te défoncer, mais vraiment comprendre, tu vois. Ok, écoute, peut-être que je relèverai ce défi et je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? Ça signifie réaliser que tu crées tout et que tout ce que tu as aujourd'hui est le résultat de ta création. Les gens, l'environnement, le travail, c'est toi qui l'as créé, ce qui veut aussi dire que tu peux créer quelque chose d'autre si ça te plaît pas. Ok. Génial. Merci beaucoup Julien, c'était très intéressant. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, est-ce qu'on les redirige vers Insta ou c'est pas encore réactivé? Je vais garder Insta. Moi je réponds pas, de toute façon je suis pas, je t'ai dit, je suis un peu asocial, donc LinkedIn peut-être, si on veut t'envoyer un petit message. LinkedIn, c'est encore moins. Et comment on veut faire si on veut t'envoyer un petit message, merci, j'ai aimé cet épisode. Franchement passez par moi, écoutez. Ouais. je lui enverrai des screens. Ouais, exactement, ouais. Je reçois pas trop les messages des cercles en dehors de mes clients, mes amis, quoi. Ok, d'accord. Bon, bah alors, je mettrai ton Insta quand même ça, pour les curieux, parce que quand même, je me souviens qu'avant que tu coupes, tu faisais pas mal de stories et... Je continue à en faire. Voilà. En fait, ce que je fais, c'est que je propose quand même du contenu qui peut vous intéresser. Quand j'ai un truc intéressant à dire, je le réinstalle. Donc des fois, je le réinstalle 2 fois dans la journée. Je le réinstalle, je le supprime dès que j'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. Ok, maintenant vous savez tout. Bon, bah j'espère à bientôt Julien, et puis merci encore d'être venu sur InPower. Merci Louise.